Bonjour à toutes et à tous et merci à vous d'être encore aussi nombreux pour cette seconde webconférence de l'accompagnement de la mise en œuvre du Bac Pro Agora. Alors, avant de débuter cette conférence, un rappel du dispositif de formation et d'accompagnement tel qu'il a été envisagé. Suite à l'annulation de la journée du plan national de formation qui devait se dérouler en présentiel le 1er avril dernier, eh bien, nous avons opté pour l'animation de 3 webconférences dont les thématiques vous sont aujourd'hui projetées, sachant que la troisième aura lieu en septembre 2020, mais on va attendre un petit peu pour fixer cette date-là en fonction des obligations dont on sait qu'elles seront nombreuses en ce début de rentrée. Si les conditions sanitaires le permettent, nous envisageons une journée de présentiel, soit fin 2020 ou début 2021. Dans ce dispositif de formation, il y a aussi un dispositif d'accompagnement qui consiste en la mise à disposition et la proposition de ressources concernant cette rénovation du Bac Pro, et toutes ces ressources figurent sur le site du CERPEG. C'est pour nous d'ailleurs l'occasion de remercier très vivement Fabienne Maury ainsi que Myriam Mazoyer, puisque vous avez dû observer que dès le 26 mai au soir, eh bien, les ressources étaient déjà disponibles sur le site. Vous trouverez d'ailleurs l'ensemble des supports qui vous seront projetés lors de cette seconde webconférence dès la fin de la conférence sur le site du CERPEG. Alors, vous avez été très nombreux la dernière fois, le 26 mai, à poser beaucoup de questions sur le chat, donc des questions qui vont pour nous être utiles et intéressantes parce qu'elles vont alimenter une foire aux questions, d'une part, et vous avez fait quelques remontées depuis le 26 mai, vous nous avez fait quelques remontées directement ou indirectement sur certains éléments sur lesquels il nous a semblé utile de revenir. En effet, pour éviter toute mauvaise interprétation, incompréhension, il est important pour nous de vous apporter quelques compléments d'information, quelques précisions sur 3 éléments en particulier. Tout d'abord des précisions en termes de vocabulaire, ensuite un point sur la notion des indicateurs d'évaluation qui figurent dans le référentiel de certification, et un élément sur le passeport professionnel. Alors, concernant des précisions de vocabulaire, certains d'entre vous, et peut-être à juste titre, se sont peut-être sentis un petit peu perdus par l'utilisation de nombreux termes qui ont été cités par nous, tels que pôle d'activité, sous-pôle d'activité, tâches, compétences, bloc de compétences. Donc, on va revenir sur ces éléments-là et on va essayer de comprendre pourquoi certains d'entre vous se sont peut-être sentis un petit peu perdus. Alors déjà, il faut partir du principe que tous les vocabulaires utilisés, tous les éléments que nous mobilisons, eh bien, ce sont ceux qui sont recommandés par le cadre légal, qui sont encadrés et qui concernent la certification professionnelle. Et c'est notamment au travers de l'article L 6113.1 du Code du travail que l'on va pouvoir rappeler ces points de précision. Un référentiel de certification, il est composé de 3 volets. Le premier, c'est le référentiel des activités professionnelles. Eh bien, ce référentiel des activités, il est composé de pôles d'activité, à ne pas confondre, c'est peut-être là le risque de confusion, avec la façon dont était structurée la formation GA, puisqu'on parlait également de pôle, mais ça n'a pas le même sens que ce qui est prévu dans ce cadre légal, puisqu'il s'agit ici de pôles d'activité professionnelle. Donc ces pôles d'activité professionnelle vont déterminer donc de façon générale un groupe d'activités, lui-même organisé en sous-pôles d'activités, et ces sous-pôles, pour réaliser ces activités professionnelles qui sont à l'intérieur des sous-pôles, il va falloir que l'élève
réalise un certain nombre de tâches. Donc on va pouvoir trouver une liste des tâches. Alors à ce titre, si on prend pour exemple le bac GA, vous le voyez, et si on prend l'exemple du pôle d'activité 1, gestion des relations avec les clients, vous voyez que c'est quelque chose de général, qui a été ensuite décomposé en 3 sous-pôles d'activité. La gestion des relations avec les clients, c'est à la fois la préparation et la prise en charge de la relation, c'est le traitement des opérations administratives et de gestion, et c'est également l'actualisation du système d'information en lien avec la relation. Donc, si on prend l'exemple du sous-pôle d'activité numéro 2, donc il s'agit du traitement des opérations administratives et de gestion, eh bien pour réaliser cette activité professionnelle-là, il va falloir réaliser 4 tâches. Donc on va dans un degré de précision. Ça consistera, le traitement des opérations administratives, à suivre les devis, les commandes, les contrats, les conventions, à traiter de la livraison et de la facturation, à traiter les encaissements, à traiter des réclamations et des litiges. Donc voilà comment s'architecture le premier volet du référentiel de certification par pôle d'activité, sous-pôle, décliné en tâches. Concernant le deuxième volet du référentiel de certification, il s'agit du référentiel des compétences. Et c'est là qu'apparaît la notion de bloc de compétences et de compétences. Donc un référentiel de compétences est composé de plusieurs blocs, et à l'intérieur d'un bloc, il y a une liste de compétences qui peut être indiquée. Alors, la notion de bloc, c'est la loi de septembre 2018 qui en parle, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bloc, c'est quelque chose, c'est un bloc de compétences, ce sont des ensembles homogènes et cohérents. Ça veut dire que tout ce qui figure à l'intérieur d'un bloc doit avoir la même cohérence et avoir donné du sens à l'intitulé du bloc. Et autre précision, donc c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle, donc pouvant être évaluées et validées. Et ça, ce sont des éléments importants. Alors, si on prend l'exemple, avant de prendre l'exemple, je reviens sur ces ensembles homogènes et cohérents. Imaginons le bloc 1. Alors, sachant qu'un bloc 1 est associé à un bloc de compétences, est associé à un bloc d'activité, puisqu'il y a un seul bloc par pôle d'activité. Imaginons le bloc 1, qui correspond donc au domaine d'activité 1. Eh bien, le bloc 1 de compétences, c'est gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents. Donc à l'intérieur, on va avoir une liste de compétences, mais imaginons qu'on ait, dans cette liste de compétences, appliqué les procédures internes en matière d'entrée et de sortie de personnel. On voit bien que ça n'est pas homogène et pas cohérent avec le bloc, qui est gérer les relations avec les clients, les usagers et les adhérents. Donc c'est une compétence qui n'a pas sa place dans ce bloc-là, mais dans le bloc 3. Si on reprend un nouvel exemple, concernant le bloc 3, administrer le personnel, donc le bloc est bien associé à un pôle d'activité 3, qui est rappelé ici, là, sur la gauche de cet écran. Eh bien, vous le voyez, la liste des compétences va donner du sens, va préciser l'intitulé du bloc, administrer le personnel. Donc ça consistera par exemple à organiser des actions de formation, à contrôler les états de frais, à mettre en œuvre et suivre le résultat des actions sociales et culturelles. Donc voilà la distinction qu'il faut faire entre bloc de compétences et compétences. Vous voyez, quelque chose de, comme pour les pôles d'activité et les sous-pôles d'activité, du général au plus particulier. Mais tous ces éléments-là donnent du sens et sont homogènes. Le troisième volet du référentiel de certification concerne le référentiel d'évaluation. Donc c'est là qu'on va trouver les modalités de certification, la nature des épreuves. Alors, ce volet-là du référentiel de certification sera essentiellement et principalement abordé dans la webconférence numéro 3. Le deuxième point sur lequel nous souhaitions revenir
pour apporter des compléments d'information et des précisions, concerne les indicateurs d'évaluation. En effet, déjà, où trouve-t-on ces indicateurs d'évaluation dans le référentiel de certification? Nous avions précédemment présenté la matrice générique des blocs de compétences. Eh bien, ces indicateurs d'évaluation figurent dans cette matrice. Ça veut dire que, vous le voyez sur cette ligne horizontale, ici, nous avons rappelé les pôles d'activité, les sous-pôles d'activité, le bloc de compétences, on est à l'intérieur du bloc, la liste des compétences, et bien les indicateurs figurent ici. Alors, certains d'entre vous ont peut-être mal compris nos propos conclusifs de la première webconférence qui consistait à dire que ces indicateurs pouvaient être modifiés. Alors, reprécisons un élément. Cette rénovation, elle a été publiée dans un arrêté du 18 février 2020 qui porte création de la spécialité Agora de bac pro professionnel. Ça a été publié au journal officiel du 3 mars 2020 et au bulletin officiel du 9 avril 2020. Donc ça veut dire que tout ce qui figure dans cet arrêté fait que nous sommes liés à cela. Donc, comme ces indicateurs d'évaluation qui figurent dans ces matrices de blocs de compétences, ça veut dire que nous sommes liés par les indicateurs d'évaluation qui sont indiqués dans chaque bloc de compétences. Toutefois, lorsque vous prenez connaissance de ces indicateurs, rien ne vous empêche, dans les modalités d'évaluation, de préciser ces indicateurs si ceux-ci sont génériques ou un peu trop généraux. Prenons l'exemple au sein du bloc 3 de compétences qui est administrer le personnel. Figure un indicateur qui s'intitule « Pertinence et qualité des supports de communication à partir de la suite bureautique et d'un logiciel de présentation assistée par ordinateur ». Eh bien, peut-être qu'au moment de l'évaluation, compte tenu des modalités de certification, compte tenu de la nature de l'épreuve que vous aurez, de la nature des épreuves, eh bien, vous pourrez peut-être préciser cet indicateur d'évaluation de la façon suivante: pertinence et qualité des supports PowerPoint liés à la journée portes ouvertes. Donc voilà, nous sommes liés par ces indicateurs, mais rien ne vous empêche d'avoir un degré de précision qui réponde plus justement aux modalités et aux épreuves. Le troisième point important sur lequel nous souhaitions revenir concerne le passeport professionnel. Nous avions présenté dans une diapositive avant la conclusion les points forts de cette rénovation avec une colonne sur ce qui changeait et une colonne sur ce qui ne changeait pas par rapport à l'ancien bac gestion-administration. Dans la colonne ce qui changeait, nous avions mis disparition du passeport professionnel. Alors ces éléments-là ont peut-être inquiété certains d'entre vous. Nous allons donc apporter quelques précisions. Déjà, dans les principes à retenir, c'est que le passeport professionnel disparaît des référentiels de certification pour tous les diplômes professionnels. Donc, ça n'est pas ni spécifique ni propre au bac Agora. Donc, il n'est plus possible de trouver dans les référentiels de certification la référence à un passeport professionnel. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'est plus possible d'utiliser le passeport à des fins certificatives. Et c'était ça la dérive, donc c'est la fin du passeport professionnel à visée certificative. Par contre, rien ne vous empêche d'adopter, de choisir un support, qui peut être numérique, pour rassembler les traces de l'élève. Et ça, c'est possible. Mais ça relève de votre propre liberté pédagogique en tant qu'enseignant, voire de choix d'une équipe pédagogique. Donc, c'est important. Ceux qui utilisaient par exemple Cerise Pro, alors à des fins certificatives, ça n'est plus possible, mais ceux qui l'utilisaient sans fin certificative,
peuvent continuer à l'utiliser s'ils le souhaitent. Mais il existe aujourd'hui de nombreux supports qui sont à votre disposition, et il n'est donc pas possible de prescrire un support plutôt qu'un autre. Au niveau national, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Donc, ce que l'on vous proposera, c'est en webconférence 3 de vous présenter quelques-uns de ces supports qui peuvent être mis à votre disposition et dont vous pourriez vous emparer. Mais si vous disposez déjà de ces supports, rien ne vous empêche de poursuivre cette utilisation. Il est en effet important d'avoir des traces de ce qu'on appelle des traces sur ce que produit l'élève, sur les compétences dont il a fait preuve. Alors, on va pouvoir désormais en venir à la présentation de la conférence et notamment à la structuration de cette conférence. Cette conférence est imaginée en deux temps forts. Le premier est relatif à l'environnement du Bac Pro Agora pour construire la professionnalité de l'élève. Et 3 points seront successivement abordés pour éclairer cette dimension. Et à l'issue de cette présentation, vous aurez une proposition, enfin 2 propositions de ressources pédagogiques, de scénarios qui vous seront présentés. Le deuxième temps fort, lui, sera réservé à l'environnement comptable du bac professionnel Agora et concernera d'une part la didactique de la comptabilité et vous aurez également 2 propositions en termes de ressources pédagogiques. Sachant qu'il ne s'agit là que de propositions, puisque vous pouvez vous emparer de ces scénarios, vous pourrez les modifier, les adapter. Et puis nous effectuerons une conclusion transitoire, puisque nous n'avons pas encore réalisé la 3e webconférence, et nous vous solliciterons autour d'un sondage qui comportera 9 questions destinées à ce que vous puissiez nous faire part de vos attentes et des questions que vous vous posez. Et ces éléments-là seront de nature à pouvoir nous aider dans la construction de notre accompagnement et des ressources à mettre à votre disposition. Donc je vous remercie de votre attention.